La camionneuse a été humiliée pour avoir livré une commande en retard, mais le millionnaire a vu l'ours en peluche sur le tableau de bord. C'était le même que sa fille emportait tous les jours avant de disparaître il y a 20 ans. Le vrombissement du moteur diesel résonnait dans la cour pavée de la majestueuse propriété de la Croix, comme un cri de protestation. Élodie Bernard serra les dents, en manœuvrant son poids lourd entre les haies parfaitement taillées qui bordaient l'allée principale. Ses mains calleuses agrippaient le volant avec une tension qui trahissait sa nervosité croissante. « Putain de GPS de merde !» marmonna-t-elle en jetant un coup d'œil à l'écran clignotant qui l'avait mené dans 3 impasses avant de trouver cette adresse prestigieuse du 16e arrondissement parisien. 43 minutes de retard, 43 minutes qui allaient lui coûter cher avec ce client-là. François Delacroix, le magnate de l'industrie pharmaceutique, n'était pas réputé pour sa patience avec les petites gens, comme disaient les journaux économiques. Élodie avait lu suffisamment d'articles sur cet homme pour savoir qu'il écrasait ses concurrents avec la même facilité qu'il écrasait une mouche. Elle coupa le moteur, et le silence soudain lui parut oppressant. Dans le rétroviseur, elle aperçut le petit ours en peluche bleu marine qui se balançait encore doucement, accroché au tableau de bord. Cette petite étoile dorée brodée à la main sur sa poitrine scintillait sous les rayons du soleil matinal qui perçait le pare-brise. Une cicatrice minuscule marquait son bras gauche, témoignage silencieux d'années d'usure et d'amour. « Allez, mon vieux, on y va », chuchota-t-elle à l'ours comme elle le faisait depuis toujours. Encore un connard en costard à supporter. Élodie descendit de la cabine, ses bottes de sécurité claquant sur les pavés impeccables. Sa combinaison de travail bleu détonnait violemment avec l'élégance bourgeoise des lieux. Les jardins à la française s'étendaient à perte de vue, ponctués de sculptures en marbre et de fontaines murmurant. Une armée de jardiniers s'activait déjà malgré l'heure matinale, leurs gestes précis et silencieux. Elle ouvrit les portes arrière du camion et commença à décharger les caisses de médicaments destinées à la pharmacie privée de la propriété. Chaque carton portait le logo de laboratoires prestigieux, des noms qu'elle ne savait même pas prononcer correctement, des fortunes en pilules et en sirop pour les riches qui pouvaient se permettre de faire venir leurs remèdes à domicile. « Vous êtes en retard !» La voix claqua comme un fouet dans son dos. Élodie se retourna lentement, une caisse entre les bras, et se retrouva face à François Delacroix en personne. L'homme était encore plus impressionnant que sur les photos des magazines. 1,85 m de prestance froide, des cheveux poivre et sel impeccablement coiffés, un costume sur mesure qui valait probablement plus que ce qu'elle gagnait en 6 mois, ses yeux d'un bleu acier la transperçaient avec un mépris non dissimulé. « Monsieur Delacroix, je suis désolée pour le retard. Mon GPS m'a... Je ne veux pas entendre vos excuses pathétiques, » la coupa-t-il d'une voix glaciale. « Quand on travaille avec des gens sérieux, on arrive à l'heure, mais évidemment, comment pourrais-je attendre de la ponctualité de quelqu'un comme vous ?» Élodie sentit ses joues s'empourprer. Autour d'eux, une demi-douzaine d'employés de maison s'étaient arrêtés dans leurs tâches. Témoin silencieux de cette humiliation publique, le jardinier-chef, un homme âgé aux mains terreuses, détourna le regard avec gêne. Une jeune femme de chambre en uniforme noir et blanc observait la scène depuis une fenêtre du premier étage. « Des gens comme moi », répéta Élodie, sa voix tremblant légèrement de colère contenue. François Delacroix s'approcha d'un pas, sa présence écrasante. « Oui, comme vous, des gens qui puent le gasoil et la crasse, qui traînent leur médiocrité de chantier en chantier. Vous êtes la lie de la société, incapable de respecter un simple horaire. Comment osez-vous poser vos pieds crottés sur ma propriété ?» Les mots frappèrent Élodie comme autant de gifles. Elle avait l'habitude des remarques désobligeantes, des regards méprisants quand elle livrait dans les beaux quartiers. Mais cette violence verbale, cette haine pure dans la voix de cet homme la laissait sans voix. Ses mains se crispèrent sur la caisse qu'elle portait. « Je fais juste mon travail, monsieur », réussit-elle à articuler. « Votre travail », ricana-t-il. « Vous appelez ça un travail ? Vous n'êtes qu'une moins que rien qui... » François s'interrompit brutalement. Son regard venait de se fixer sur quelque chose derrière Élodie. Quelque chose qui l'avait figé sur place. Ses yeux s'écarquillèrent. La couleur déserta ses joues. On aurait dit qu'il venait de voir un fantôme. Élodie suivit son regard et comprit qu'il fixait l'intérieur de sa cabine, là où le petit ours bleu marine continuait de se balancer doucement au bout de sa ficelle. Le jouet captait la lumière du matin, son étoile dorée étincelant comme un phare dans la pénombre de l'habitacle. Le silence s'étira, lourd et inexplicable.
François Delacroix semblait avoir oublié sa colère, sa présence même. Ses lèvres remuaient imperceptiblement, comme s'il murmurait des mots inaudibles. Ses mains, si assurées quelques instants plus tôt, tremblaient très légèrement. D'où vient cet ours? Sa voix n'était plus qu'un souffle rauque. Élodie fronça les sourcils, déstabilisée par ce changement d'attitude soudain. « Pardon. L'ours en peluche dans votre camion. D'où vient-il » répéta-t-il, sa voix retrouvant un peu de force, mais gardant une urgence étrange. « Ça vous regarde pas » répondit-elle instinctivement, protectrice envers ce qui était son seul véritable bien au monde. François fit un pas vers le camion. Comme hypnotisé, il distinguait maintenant parfaitement les détails du jouet, cette peluche bleu marine si particulière, cette étoile dorée brodée main sur la poitrine, et surtout cette petite cicatrice sur le bras gauche. Son cœur s'emballa dans sa poitrine. C'était impossible, impensable, et pourtant, 20 ans, 20 longues années s'étaient écoulées depuis cette nuit d'horreur à Versailles, 20 ans qu'il revoyait en boucle le visage terrorisé de sa petite Lou, ses grands yeux bleus noyés de larmes, ses petits bras qui serraient désespérément contre elle ce même ours en peluche qu'il lui avait offert pour ses 5 ans, un cadeau unique, fabriqué artisanalement par une vieille amérindienne de Nouvelle-Orléans lors d'un voyage d'affaires. Elle avait même brodé cette étoile dorée selon ses indications. En souvenir de la comptine préférée de Lou, l'ours que sa fille n'avait jamais lâché, l'ours qui avait disparu avec elle dans cette nuit maudite du 15 septembre 2004, « Monsieur », la voix d'Élodie lui semblait venir de très loin. François cligna des yeux, revenant brutalement à la réalité. La camionneuse le regardait avec un mélange de méfiance et d'inquiétude. Les employés de maison observaient toujours la scène, figés dans l'attente. « Excusez-moi », balbutia-t-il, incapable de détacher son regard de l'ours. « Finissez votre livraison. » Il tourna les talons et s'éloigna à grands pas vers la demeure, laissant Élodie plantée là avec ses questions. Mais avant de disparaître dans l'imposante entrée aux colonnes de marbre, il se retourna une dernière fois. Ses yeux cherchèrent encore l'ours en peluche, ce témoin silencieux d'un passé qu'il croyait à jamais enfoui. Élodie termina sa livraison dans un silence troublé. Les employés avaient repris leurs activités, mais elle sentait encore leur regard curieux sur elle. Que s'était-il passé? Pourquoi ce salaud arrogant avait-il soudain changé d'attitude en voyant son ours? En remontant dans sa cabine, elle caressa machinalement la petite tête usée de son compagnon de route. Qu'est-ce qui lui a pris, à celui-là? Hein, mon vieux? Mais l'ours garda ses secrets, comme il les gardait depuis toujours, comme il les gardait depuis cette nuit terrible, où une petite fille de 7 ans avait serré contre elle ce dernier vestige d'un bonheur évanoui. François Delacroix, lui, se tenait derrière les rideaux de son bureau, observant le camion qui s'éloignait dans l'allée. Ses mains tremblaient encore. Dans quelques minutes, il décrocherait son téléphone pour appeler le meilleur détective privé de Paris. Après 20 ans de recherches infructueuses, l'impossible venait peut-être de se produire. Le rugissement familier de l'autoroute A6 berçait Élodie, tandis qu'elle filait vers Lyon, ses phares perçant l'obscurité naissante. 18 heures au volant aujourd'hui, et elle sentait cette fatigue lourde qui lui collait aux os comme une seconde peau. Mais c'était mieux que de s'arrêter, mieux que de fermer les yeux et de laisser revenir les cauchemars. Elle jeta un coup d'œil au petit ours qui dansait toujours au rythme des vibrations du moteur. « Tu parles d'une journée, mon vieux. Ce type était complètement barré, tu trouves pas? L'incident chez Delacroix la tracassait encore. Cette façon dont il l'avait regardée, comme si elle était moins que rien. Puis ce changement brutal quand ses yeux s'étaient posés sur son ours, comme s'il avait vu un revenant. Elle avait l'habitude des bourgeois méprisants. Mais ça sortait de l'ordinaire. Son téléphone sonna. Marco, son répartiteur. « Salut ma belle. Alors cette livraison chez le Nabab. Bof, le mec est un vrai salaud. Mais bon, j'ai eu mes papiers signés. C'est l'essentiel. Parfait. J'ai une course pour demain matin. Marseille-Bordeaux. Ça t'intéresse ?» Élodie calcula rapidement. Avec ce qu'elle avait gagné aujourd'hui, elle pourrait envoyer 200 € de plus au foyer de Limoges ce mois-ci. « C'est parti. Tu m'envoies les détails. » Elle raccrocha et sourit malgré sa fatigue, depuis qu'elle avait commencé à travailler. Elle n'avait jamais manqué un seul versement à l'orphelinat Sainte-Marie. Ces gamins méritaient mieux que ce qu'elle avait eu, mieux que les dortoirs glacés, les repas rationnés, et surtout, mieux que cette solitude qui vous ronge quand personne ne vient jamais vous chercher,
l'air de repos de Nemours apparut sur sa droite. Élodie s'engagea sur la bretelle, son estomac lui rappelant qu'elle n'avait rien avalé depuis ce matin. Le parking était à moitié vide, quelques poids lourds stationnaient en ordre dispersé sous les réverbères blafards. Elle se gara à l'écart, coupa le moteur et grimpa à l'arrière de sa cabine. Son espace vital tenait dans 4 mètres carrés. Un matelas étroit, un réchaud de camping, quelques fringues pliées dans une valise cabossée, et surtout, des dizaines de photos scotchées aux parois. Les enfants de Sainte-Marie souriaient depuis tous les angles, leur petite bouille épanouie contrastant avec l'austérité de son habitacle. « Regardez-moi ça », murmura-t-elle en caressant une photo où elle portait dans ses bras la petite Manon, 3 ans, qui venait d'arriver au foyer. Elle a grandi, celle-là. Élodie sortit une boîte de raviolis et la fit chauffer sur son réchaud, le rituel de chaque soir. Manger rapidement, se laver avec des lingettes, enfiler son pyjama usé et essayer de dormir avant que les images ne reviennent. Mais elle revenait toujours, allongée sur son matelas, l'ours serré contre elle comme depuis toujours. Élodie sentit ses paupières s'alourdir malgré sa résistance. Le sommeil l'emporta doucement, et avec lui surgirent les fragments épars de ce passé qui la hantait chaque nuit. Une grande maison au plafond immense, des notes de piano qui résonnent dans un salon baigné de lumière dorée, une voix d'homme, grave et chaleureuse qui dit « Ma petite étoile, viens voir papa », des bras forts qui la soulèvent, une odeur de cologne et de cuir, le sentiment d'être aimée, protégée, précieuse, puis l'obscurité, des cris, des hommes en noir qui défoncent une porte, la terreur pure qui vous glace le sang, des mains brutales qui l'arrachent à sa cachette sous l'escalier, le hurlement qui sort de sa gorge. « Papa, papa !» et ce coup violent à la tête qui fait exploser des étoiles devant ses yeux. Élodie se réveilla en sursaut, le corps trempé de sueur, le cœur battant à tout rompre. 3 heures du matin, comme d'habitude, elle serra l'ours contre elle, cherchant dans sa douceur usée le réconfort qu'il lui apportait depuis si longtemps. « Encore ce foutu cauchemar !» souffla-t-elle dans l'obscurité. Toujours les mêmes images floues, les mêmes sensations de terreur et de perte, toujours cette impression que quelque chose d'important lui échappait, comme si son cerveau avait verrouillé une partie d'elle-même. Les médecins de l'orphelinat avaient parlé d'amnésie traumatique, de choc post-traumatique. Élodie, elle, préférait ne pas trop y penser. Elle se redressa et alluma la petite lampe de chevet, la photo de sœur Catherine, l'ancienne directrice de Sainte-Marie, lui souriait depuis la cloison. Cette femme avait été sa seule famille pendant des années, la seule à avoir cru en elle quand tout le monde la considérait comme une gamine difficile et renfermée. « Tu sais, Élodie, » lui avait dit sœur Catherine peu avant sa mort, « je suis sûre que quelque part, quelqu'un te cherche, quelqu'un qui t'aime et qui ne t'a jamais oublié. Les liens du cœur ne se brisent jamais vraiment, ma petite. » Élodie avait souri poliment, mais au fond d'elle, elle n'y avait jamais cru. Si quelqu'un l'avait vraiment aimée, pourquoi ne l'avait-on jamais retrouvée? Pourquoi était-elle arrivée à l'orphelinat sans aucun papier, sans aucune trace de son passé, juste avec ce prénom, Élodie, que l'homme qui l'avait amenée avait donné aux sœurs? Elle repensa à Alain Mercier, ce routier bourru qui l'avait déposé à Sainte-Marie par un matin de septembre 2004. Il prétendait l'avoir trouvée errant dans les rues de Limoges, seule et apeurée. Élodie ne gardait aucun souvenir de cette rencontre, mais elle se rappelait son regard étrange quand il était reparti, comme s'il portait un poids énorme sur les épaules. Il avait l'air triste, cet homme, lui avait confié sœur Catherine des années plus tard, comme s'il regrettait quelque chose. Mais il a dit que c'était mieux pour toi d'être ici, en sécurité. Élodie but une gorgée d'eau et caressa machinalement l'étoile dorée brodée sur la poitrine de son ours. Ce petit détail artisanal l'avait toujours intrigué, qui avait pris le temps de broder cette étoile avec tant de soin. Et pourquoi cette cicatrice sur le bras? Comme si l'ours avait vécu 1000 aventures, avant d'atterrir entre ses mains. Dehors, un autre poids lourd se garait bruyamment. Élodie regarda l'heure. 4 heures, inutile d'essayer de se rendormir maintenant. Elle se leva, enfila sa combinaison et prépara un café soluble sur son réchaud. C'est à 18 ans qu'elle avait choisi la route. Après des années de petits boulots et de formations avortées, elle avait eu le déclic en voyant passer les camions sur l'autoroute près de Limoges. Cette liberté de mouvement, cette indépendance, cette possibilité de fuir constamment ses démons intérieurs, et puis, paradoxalement, cette solitude qui la rassurait parce qu'elle la connaissait bien, son permis poids lourd en poche,
Elle avait acheté d'occasion ce vieux Volvo qui était devenu sa maison. 9 ans qu'elle sillonnait les routes de France, de l'Alsace à la Bretagne, de la Côte d'Azur aux Flandres. 9 ans à fuir les cauchemars en se noyant dans le travail et la vitesse. Et puis il y avait cette autre raison, plus profonde, qu'elle n'avouait jamais, l'espoir fou qu'un jour, en traversant une ville, en livrant dans un quartier, elle reconnaîtrait quelque chose, un paysage, une odeur, un visage qui réveillerait ses souvenirs enfouis, que les pièces du puzzle de sa vie se remettraient enfin en place. Mais après 9 ans de route, toujours rien, juste ces fragments de rêve qui la réveillaient chaque nuit, et cette sensation permanente d'être incomplète, comme si une partie d'elle-même était restée dans ce passé inaccessible. Élodie finit son café et regarda le jour poindre à travers le pare-brise. Dans 1 heure, elle reprendrait la route vers Marseille, puis Bordeaux, puis ailleurs, toujours ailleurs, avec son ours comme seul témoin de ses errances, seul gardien de secrets qu'elle-même ne connaissait pas. Elle ne savait pas que loin de là, dans une Mansion-Européenne parisienne, un homme ne trouvait pas le sommeil non plus. Un homme qui, pour la première fois depuis 20 ans, osait espérer que sa quête touchait à sa fin, un homme qui composait déjà le numéro de Jean Vallet, le meilleur détective privé de Paris. François Delacroix n'avait pas fermé l'œil de la nuit. Debout devant les baies vitrées de son bureau, il regardait Paris s'éveiller dans la lumière dorée de l'aube. Mais ses pensées étaient ailleurs. Dans ses mains, il tenait une photo jaunie de Lou à 6 ans, serrant contre elle cet ours bleu marine qu'il avait vu la veille dans le camion de la routière. Coïncidence ? Impossible. Cet ours était unique, fabriqué sur mesure par cette artisane de la Nouvelle-Orléans. Il se souvenait parfaitement de chaque détail. La couleur bleu marine spéciale, l'étoile dorée brodée main, et même cette petite imperfection sur le bras que l'artisane avait transformée en cicatrice pour donner du caractère au jouet. Son téléphone sonna à exactement 7 heures. Jean Vallet à l'appareil. « Jean, c'est François. J'ai besoin de vous. Immédiatement. » « Bien sûr, monsieur Delacroix. » De quoi s'agit-il cette fois ? François hésita un instant. Jean Vallet était le détective privé le plus discret et le plus efficace de Paris. En 15 ans de collaboration, l'homme avait résolu des affaires que la police n'arrivait pas à élucider. Mais cette fois, c'était différent. Cette fois, c'était personnel. « Je veux que vous enquêtiez sur une femme, Élodie Bernard, routière indépendante. Je vous envoie immédiatement toutes les informations que j'ai sur elle. Que voulez-vous savoir exactement ? Tout, absolument tout. Son passé, sa famille, d'où elle vient, comment elle a grandi. Je veux connaître jusqu'au nom de son institutrice de CP. Et surtout, François marqua une pause. Surtout, je veux savoir d'où vient l'ours en peluche bleue qu'elle a dans son camion. » Un silence surpris accueillit cette dernière demande. Un ours en peluche ? Vous avez bien entendu, cet ours pourrait être important, très important. Compris ? Combien de temps me donnez-vous ? 48 heures pour les premières informations et Jean, soyez discret. Cette femme ne doit surtout pas savoir qu'elle est surveillée. François raccrocha et s'effondra dans son fauteuil de cuir. 20 ans, 20 longues années qu'il cherchait sa fille, qu'il payait des détectives, qu'il suivait chaque piste, même les plus farfelues, 20 ans d'espoir déçu et de nuits blanches. Il ouvrit le tiroir secret de son bureau et en sortit un dossier épais marqué « Lou, enquête ». Des centaines de pages de rapports, de témoignages, de fausses pistes. L'affaire avait défrayé la chronique à l'époque. L'enlèvement de la fille du magnate François Delacroix pendant une soirée caritative en présence de tout le gratin parisien. Une rançon de 50 millions d'euros payée sans hésitation. Et puis, le néant, les ravisseurs avaient disparu avec l'argent et l'enfant, malgré l'enquête massive de la police, malgré les moyens considérables déployés, aucune trace, comme si la terre avait englouti sa petite Lou. François ferma les yeux et revit cette nuit maudite. La fête battait son plein dans les salons de sa propriété de Versailles. Lou dormait paisiblement à l'étage, surveillée par sa nounou. Puis ses cris, cette panique. Et quand il avait monté les escaliers 4 à 4, la chambre était vide. Juste la fenêtre ouverte et quelques gouttes de sang sur le rebord. Il avait payé la rançon sans négocier, suppliant les ravisseurs de lui rendre sa fille. Mais l'échange avait mal tourné, ou plutôt, il n'avait jamais eu lieu. L'argent avait été récupéré, mais Lou avait disparu pour toujours. Un coup discret à la porte interrompit ses souvenirs douloureux. Entrée. Sylvie Lambert pénétra dans le bureau,
impeccable comme toujours dans son tailleur Chanel. Sa sœur cadette avait toujours eu cette élégance naturelle, cette capacité à paraître parfaite en toutes circonstances. À 48 ans, elle dirigeait la branche européenne de l'Empire de la Croix avec une efficacité redoutable. « François, tu as l'air fatigué, encore une nuit blanche. Ça va ?» « Sylvie, juste quelques dossiers urgents à régler. » Elle s'installa dans le fauteuil face à lui, croisant élégamment ses jambes. « J'ai entendu dire que tu avais eu des problèmes avec une livraison hier. Marcel m'a raconté que tu avais eu une altercation avec une routière. » François se raidit légèrement. Marcel était le chef jardinier, un bavard invétéré. Une simple histoire de retard, rien d'important. « Tu es sûr ? Parce que Marcel dit que tu avais l'air troublé, comme si cette femme t'avait rappelé quelque chose. » Le regard perçant de Sylvie le mettait mal à l'aise. Sa sœur avait toujours eu cette faculté à lire en lui comme dans un livre ouvert. Depuis l'enfance, elle savait déceler ses humeurs, ses inquiétudes, ses secrets. Marcel a trop d'imagination. Cette routière était juste, agaçante. Sylvie hocha la tête, mais François sentait qu'elle n'était pas convaincue. Il la connaissait assez pour savoir qu'elle reviendrait à la charge. Sa sœur était comme un chien avec un os quand quelque chose l'intriguait. « Au fait, » dit-elle en se levant, « j'ai organisé un conseil d'administration exceptionnel pour vendredi. Nous devons discuter de l'expansion en Asie. » Parfait. Quand Sylvie fut sortie, François se passa la main sur le visage. Il devait faire attention. Sa sœur était intelligente et observatrice. Si elle commençait à fouiner, elle risquait de découvrir son enquête. Et pour l'instant, il préférait garder cette piste secrète. Son ordinateur bipa. Un email de Jean Vallée avec les premières informations sur Élodie Bernard. François l'ouvrit fébrilement. Première donnée sur Élodie Bernard, 27 ans, permis de conduire poids lourds obtenu en 2015, adresse déclarée, aucune domiciliation fixe, antécédents judiciaires, néant, situation familiale, célibataire, sans enfant, particularité, fait régulièrement des virements vers l'orphelinat Sainte-Marie de Limoges. Enquête approfondie en cours, j'y vais. François fixa l'écran, orphelinat Sainte-Marie de Limoges, son cœur s'emballa, Lou avait été enlevée quand elle avait 7 ans, Élodie Bernard en avait 27 aujourd'hui. Si elle était vraiment sa fille, elle aurait effectivement grandi dans un orphelinat. Il décrocha son téléphone et composa le numéro de Jean Vallée. « Jean, cette histoire d'orphelinat, creusez de ce côté-là. Je veux savoir quand elle y est arrivée, dans quelles circonstances, qui l'y a amenée, tout. Je m'en occupe immédiatement, mais François, l'usage du prénom trahissait l'inquiétude du détective. Cette femme vous évoque quelqu'un. » François hésita. Jean était un professionnel. Il pouvait lui faire confiance. Elle pourrait être ma fille, celle qui a été enlevée il y a 20 ans. Un long silence accueillit cette révélation. Bon sang, vous en êtes sûr? Non, mais cet ours, Jean, c'est exactement le même que celui de Lou. Exactement le même. Je comprends. Je vais accélérer les recherches. Et François? Oui, ne vous emballez pas trop. Pas encore. Laissez-moi d'abord vérifier. François raccrocha. Mais il savait qu'il était déjà trop tard pour les mises en garde. Dans son cœur de père, il savait, cette femme qu'il avait regardée avec tant de défi et de fierté, ses yeux bleus si familiers, cette façon de relever le menton quand on l'attaquait, tout cela lui rappelait quelqu'un. Cela lui rappelait Lou, dans son bureau, à quelques kilomètres de là. Sylvie Lambert raccrochait également son téléphone. Elle venait de passer 3 appels discrets pour vérifier l'emploi du temps de son frère de la veille. L'altercation avec la routière avait eu lieu, c'était confirmé. Mais ce qui l'inquiétait, c'était ce changement d'attitude soudain de François. Elle ouvrit son ordinateur portable et tapa « Élodie Bernard » dans un moteur de recherche. Quelques résultats apparurent, mais rien de bien intéressant. Une routière lambda, sans histoire. Pourtant, son instinct lui disait que quelque chose clochait. François ne s'emballait jamais pour rien. Et surtout, il ne se levait jamais à 6 heures du matin pour passer des coups de téléphone urgents. Sylvie se mordit la lèvre inférieure, habitude nerveuse qu'elle avait depuis l'enfance. 20 ans après l'enlèvement de Lou, François recommençait-il à espérer? Si c'était le cas, il fallait qu'elle surveille la situation de très près, très, très près. Car Sylvie Lambert avait des secrets qui ne devaient jamais voir le jour. L'air de repos de Vézelay baignait dans la lumière dorée de fin d'après-midi. Élodie venait de terminer sa livraison à Auxerre et s'était arrêtée pour faire le plein et grignoter quelque chose avant d'attaquer la route vers Nancy
Elle était en train de vérifier la pression de ses pneus quand une voix masculine l'interpella. « Belle machine que vous avez là !» Elle se retourna et découvrit un homme d'une 60aine d'années, aux cheveux gris et au visage buriné par les années de route. Il portait une veste en jean délavé et une casquette des routiers de France. Son sourire était chaleureux. Ses yeux pétillaient d'une bonté qui contrastait avec la dureté habituelle des gens qu'elle croisait. « Merci », répondit-elle simplement. Retournant à sa vérification. « Permettez-moi de me présenter, Henri Dubois, 40 ans de route derrière moi, tout juste à la retraite. » Il tapota affectueusement le flanc du Volvo. Un modèle de 2010, si je ne m'abuse, belle mécanique, robuste, j'en ai conduit des comme ça pendant des années. Élodie leva la tête, surprise par la précision de l'observation. La plupart des gens ne savaient même pas faire la différence entre un camion et un autre. 2012 en fait. Mais vous avez l'œil. 40 ans de métier, ça laisse des traces. Rit Henri. Ça vous dirait de boire un café ? C'est rare de croiser une collègue. Et encore plus rare qu'elle soit aussi jeune. Élodie hésita. Elle avait pour habitude d'éviter les conversations, surtout avec les hommes. Mais quelque chose dans l'attitude de cet Henri la rassurait. Peut-être sa façon de parler, respectueuse et sans arrière-pensée, ou cette tristesse qu'elle devinait au fond de ses yeux, une mélancolie qu'elle reconnaissait bien. Pourquoi pas ? Ils s'installèrent à la terrasse du restaurant routier, face aux pompes à essence où s'activaient d'autres chauffeurs. Henri commanda 2 cafés et un morceau de tarte aux pommes qu'il insista pour partager. « Alors, depuis quand vous faites ce métier ?» demanda-t-il en touillant son café. « 9 ans. Et vous ? Vraiment 40 ans. 42 pour être précis. J'ai commencé à 18 ans, comme mon père avant moi. La route, c'est de famille chez nous. Enfin, c'était... » Il y avait quelque chose de mélancolique dans sa voix qui poussa Élodie à le questionner. « Plus de famille sur la route. » Henri baissa les yeux sur sa tasse. « Mon fils, il est mort dans un accident il y a 15 ans. Collision avec un car scolaire. Depuis, ma femme refuse que je parle de camion à la maison. Elle dit que ça lui rappelle trop de mauvais souvenirs. Je suis désolée. Non, il avait votre âge, vous savez, 27 ans. » Henri la regarda avec attention. Il s'appelait Maxime, un bon gars, travailleur, qui envoyait la moitié de sa paye à sa mère. Vous me le rappelez un peu, avec cette façon que vous avez de tout porter sur vos épaules. Élodie se sentit troublée par cette observation. Comment cet homme qu'elle venait de rencontrer pouvait-il lire en elle avec tant de justesse ? « Vous avez de la famille, vous ?» continua Henri. « Non, personne. » Ah, il hocha la tête comme si cette réponse confirmait quelque chose. « Orpheline. Depuis toujours. Enfin, depuis que j'ai de la mémoire. » Henri sirota son café en l'observant discrètement. Il y avait quelque chose de familier dans ce visage, dans ses gestes, cette façon qu'elle avait de toucher machinalement quelque chose dans sa poche de poitrine. Comme pour se rassurer, « Vous avez toujours vécu dans la région. J'ai grandi à Limoges. Dans un orphelinat, Sainte-Marie. » Élodie ne savait pas pourquoi elle lui confiait ces détails. Peut-être parce qu'il avait ce don rare de vous mettre à l'aise sans forcer. Sainte-Marie. Henri répéta le nom lentement, comme s'il cherchait dans sa mémoire. Ça me dit quelque chose. J'ai peut-être fait des livraisons là-bas autrefois. Possible. Il recevait souvent des dons de nourriture et de vêtements. Et vous n'avez aucun souvenir d'avant l'orphelinat. Élodie hésita. Elle n'avait jamais parlé de ses cauchemars à personne, pas même au médecin. Mais la bienveillance de cet homme la poussait aux confidences. Si, quelques fragments, des images floues, une grande maison, de la musique classique. Un homme qui m'appelait. Elle s'interrompit, secouant la tête. Mais tout ça n'a probablement aucun sens. Les médecins disent que le cerveau invente parfois des souvenirs pour combler les vides. Henri se pencha légèrement vers elle. Quel genre de musique ? Du piano, quelque chose de doux, de mélodieux. Et cet homme, il avait une voix grave, rassurante. Il m'appelait sa petite étoile. François sentit son cœur s'arrêter, sous sa fausse barbe et sa casquette. Il luttait pour garder son calme. Ma petite étoile. C'était exactement comme ça qu'il appelait Lou. Et le piano, Isabelle, sa défunte épouse, jouait du Chopin tous les soirs avant le coucher de leur fille. C'est émouvant, réussit-il à articuler. Vous avez autre chose qui vous relie à cette époque. Un objet, un souvenir. Élodie porta instinctivement la main à sa poche de poitrine. Là où elle gardait toujours une photo de son ours quand elle n'était pas dans le camion. J'ai un ours en peluche, bleu marine avec une étoile dorée.
Il était avec moi quand je suis arrivée à l'orphelinat. C'est tout ce qui me reste d'avant. François dut se mordre l'intérieur de la joue pour ne pas crier. C'était elle. C'était forcément elle. Sa Lou, sa petite fille perdue, assise là, en face de lui, à quelques centimètres de ses mains tremblantes. « Cet ours doit être très précieux pour vous, » dit-il d'une voix qu'il espérait stable. « Plus que tout au monde. Je ne m'en sépare jamais. Les autres enfants se moquèrent de moi à l'orphelinat parce que je l'emmenais partout. Mais lui et moi, on ne fait qu'un. Je comprends. Parfois, les objets portent en eux des histoires qu'on n'arrive pas à déchiffrer. » Élodie le regarda avec surprise. « C'est exactement ça. J'ai l'impression que si je pouvais comprendre d'où vient cet ours, je pourrais comprendre d'où je viens. Vous avez essayé de mener vos propres recherches. Au début, oui, mais par où commencer quand on n'a aucune piste? Et puis, avec les années, j'ai fini par me dire que le passé était le passé, que ça ne servait à rien de remuer des souvenirs qui feraient peut-être mal. » François avait envie de se lever, de lui crier la vérité, de la serrer dans ses bras et de lui expliquer qu'il l'avait cherchée chaque jour pendant 20 ans. Mais Jean Vallet avait raison. Il ne fallait pas précipiter les choses, pas avant d'être absolument certain. Et surtout, pas avant de comprendre pourquoi et comment sa fille avait atterri dans cet orphelinat. « Vous avez peut-être raison » dit-il avec difficulté. « Mais qui sait? Parfois la vie nous réserve des surprises. Parfois, les réponses viennent nous chercher quand on s'y attend le moins. » Élodie sourit pour la première fois depuis le début de leur conversation. « Vous êtes un drôle de philosophe pour un routier. Henri, la route, ça donne le temps de réfléchir. Et les rencontres comme celle-ci, ça donne envie de croire au destin. » Ils terminèrent leur café en parlant de choses plus légères. Les aléas du métier, les plus beaux paysages de France, les aires de repos à éviter. Mais François buvait chaque mot d'Élodie, cherchant dans ses expressions, dans ses gestes, des traces de la petite fille qu'il avait connue. Quand ils se séparèrent, Élodie lui serra la main avec une chaleur inhabituelle. « Merci pour ce moment. Ça fait du bien de parler à quelqu'un qui comprend. Tout le plaisir était pour moi, et qui sait, peut-être qu'on se recroisera sur la route. J'espère bien. Prenez soin de vous, Henri. » François la regarda monter dans son camion et démarrer, dans le rétroviseur extérieur. Il aperçut le petit ours qui se balançait doucement. Son cœur se serra. Sa fille était là, à quelques mètres de lui, et elle ne le reconnaissait pas. Mais pour la première fois depuis 20 ans, il l'avait entendu rire, il l'avait vu sourire. Il sortit son téléphone et composa le numéro de Jean Vallet. « Jean, c'est François. Accélérez vos recherches sur l'orphelinat et trouvez-moi tout ce que vous pouvez sur un certain Alain Mercier. Il a peut-être un lien avec cette histoire. » Du nouveau, François regarda le camion d'Élodie disparaître à l'horizon. « Oui, je suis maintenant certain que c'est elle. C'est ma fille, Jean. » Le laboratoire d'analyse génétique de la rue de Vaugirard ronronnait dans le silence du petit matin. François Delacroix faisait les 100 pas dans le couloir, incapable de tenir en place. 48 heures. 48 heures depuis qu'il avait remis à Jean Vallet le verre qu'Élodie avait utilisé à l'aire de repos. 48 heures qu'il attendait la confirmation de ce que son cœur savait déjà. La porte du bureau s'ouvrit enfin. Le docteur Lemoine, généticien réputé et discret, apparut avec une enveloppe scellée dans les mains. « Monsieur Delacroix, les résultats sont arrivés. » François sentit ses jambes se dérober sous lui. 20 ans d'attente se résumaient à cette enveloppe Kraft. Il la prit d'une main tremblante et la décacheta lentement. Analyse de paternité. Résultat. Probabilité de paternité de 99,99%. François Delacroix est le père biologique d'Élodie Bernard avec une certitude scientifique absolue. François s'effondra dans le fauteuil le plus proche, les larmes ruisselant sur ses joues. Lou, sa petite Lou était vivante. Elle avait grandi, elle était devenue cette femme forte et courageuse qu'il avait rencontrée, et elle était là, quelque part sur les routes de France, sans savoir qui elle était vraiment. « Monsieur Delacroix, ça va ?» Le docteur Lemoine s'approcha, inquiet. « Ça va mieux que jamais. » François essuya ses larmes et se redressa. « Docteur, cette analyse doit rester strictement confidentielle. Personne d'autre que vous et moi ne doit connaître ces résultats. Bien entendu, le secret médical. Non, vous ne comprenez pas. » François le regarda droit dans les yeux. « Cette femme est ma fille qui a été enlevée il y a 20 ans. Sa vie pourrait être en danger si l'information fuitait. » Le médecin écarquilla les yeux, comprenant soudain l'enjeu de cette analyse. «
Mon Dieu, vous avez ma parole, monsieur Delacroix. François quitta le laboratoire avec l'impression de marcher sur un nuage. Lou était vivante, après toutes ces années d'angoisse, de culpabilité, de recherche vaine. Il avait enfin la preuve irréfutable que sa fille respirait quelque part sous le même ciel que lui, mais sa joie fut rapidement tempérée par une avalanche de questions. Comment avait-elle atterri dans cet orphelinat? Qui l'y avait amenée? Et surtout, pourquoi les ravisseurs ne l'avaient-ils pas tuée comme prévu? À 100 km de là, dans un petit appartement HLM de Limoges, Alain Mercier tournait en rond comme un lion en cage. Depuis 3 jours, il ne tenait plus en place. Cette visite de l'enquêteur de François Delacroix le rongeait de l'intérieur. L'homme avait posé des questions sur l'orphelinat Sainte-Marie, sur les enfants qui y avaient été placés en septembre 2004, des questions précises, ciblées, qui ne pouvaient signifier qu'une chose. François Delacroix était sur la piste de sa fille. Alain se servit un verre de whisky d'une main tremblante. 58 ans, dont 20 passés à porter ce secret qui lui bouffait les entrailles. 20 ans à se réveiller en sueur, hanté par le regard terrorisé de cette petite fille qu'il avait arrachée à ses ravisseurs. Il repensa à cette nuit de septembre 2004. La pire de sa vie, Sylvie Lambert l'avait contacté par l'intermédiaire de voyous qu'il fréquentait pour ses trafics d'alcool et de cigarettes. Le plan était simple, enlever la gosse pendant la fête, demander une rançon, et une fois l'argent récupéré, éliminer l'enfant pour qu'elle ne puisse jamais témoigner. Mais quand était venu le moment de tuer cette petite poupée de 7 ans qui serrait son ours contre elle en pleurant, Alain n'avait pas pu. Sa propre fille, Chloé, avait le même âge, les mêmes boucles blondes, les mêmes yeux bleus terrorisés. Au lieu de l'exécuter, il avait assommé ses complices, pris l'enfant et roulé toute la nuit jusqu'à Limoges, à l'orphelinat Sainte-Marie. Il avait inventé l'histoire d'une gamine trouvée errant dans les rues. Sans papier ni famille, les religieuses, habituées à recueillir des enfants abandonnés, n'avaient pas posé trop de questions. Il avait donné le prénom Élodie, le nom de sa grand-mère, et était reparti le cœur en miettes, se jurant de ne jamais révéler la vérité. L'enfant serait mieux dans cet orphelinat que morte dans une fosse. Mais Sylvie Lambert n'avait jamais su que sa nièce était encore vivante. Alain avait menti, prétendant avoir exécuté les ordres. Il avait même fourni une photo truquée du corps, prise dans un terrain vague avec une poupée maquillée. Sylvie l'avait payé grassement et ils ne s'étaient plus jamais revus. Depuis, Alain vivait avec ce poids. Il avait suivi de loin la carrière d'Élodie, s'arrangeant parfois pour passer près de l'orphelinat quand elle était adolescente. Il l'avait vue grandir, devenir forte et indépendante. Et il était fier de son choix. Cette gamine méritait de vivre. Mais maintenant, si François Delacroix la retrouvait, toute la vérité risquait d'éclater. Et Sylvie Lambert découvrirait qu'il l'avait trompée, que sa nièce était vivante depuis 20 ans. Une femme comme elle ne pardonnerait jamais une telle trahison. Son téléphone sonna. Un numéro qu'il ne connaissait pas. Alain Mercier. Qui est à l'appareil? Jean Vallet, enquêteur privé. J'aimerais vous poser quelques questions concernant l'orphelinat Sainte-Marie et une petite fille que vous y avez amenée en septembre 2004. Alain sentit son sang se glacer. Je vois pas de quoi vous parlez. Monsieur Mercier, je travaille pour François Delacroix. Nous savons que vous avez menti il y a 20 ans. Nous savons qu'Élodie Bernard est en réalité Lou Delacroix. La question est, êtes-vous prêt à nous aider à réunir ce père et sa fille, ou préférez-vous que nous remontions la piste autrement? Le silence se prolongea. Alain ferma les yeux, sachant que le moment qu'il redoutait depuis 2 décennies venait d'arriver. « Je peux pas parler au téléphone, c'est trop dangereux. Où voulez-vous qu'on se rencontre? Vous connaissez le café des routiers, sur la Nationale 20, juste avant Limoges. Je trouverai, quand? Ce soir, 20h. Et venez seul. Si Delacroix veut vraiment récupérer sa fille, il va falloir qu'il sache dans quoi il met les pieds. » Alain raccrocha et vida son verre d'un trait. Le moment de vérité était arrivé. Après 20 ans de silence, il allait enfin pouvoir libérer sa conscience. Mais il savait aussi que ce faisant, il signait peut-être son arrêt de mort, car Sylvie Lambert n'était pas du genre à laisser les témoins gênants en vie très longtemps. Le soir même, dans le café enfumé des routiers, Jean Vallet attendait nerveusement en sirotant un café serré. François avait insisté pour l'accompagner, mais l'enquêteur avait refusé. Cette première prise de contact devait se faire en douceur. Alain Mercier apparut à 20h précises. Un homme usé par la vie, aux traits marqués par la culpabilité et l'alcool, il s'installa en face de Vallet et commanda un double whisky.
Avant que je dise quoi que ce soit, je veux que vous compreniez bien une chose, commença-t-il d'une voix rauque. Si je vous raconte cette histoire, ma vie ne vaudra plus un clou. Sylvie Lambert ne pardonne jamais. Jamais. Sylvie Lambert, Valet fronça les sourcils. La sœur de François Delacroix. Sa sœur, oui, est la vraie commanditaire de l'enlèvement. Alain avala une gorgée de whisky. C'est elle qui a tout organisé. Elle voulait éliminer l'héritière pour récupérer l'empire familial. Jean Valet sentit un frisson lui parcourir l'échine. L'affaire était plus complexe qu'il ne l'avait imaginé. « Racontez-moi tout depuis le début », dit-il en sortant discrètement un enregistreur de sa poche, et Alain Mercier, libérant enfin 20 ans de culpabilité refoulée, commença son récit. L'histoire d'une petite fille sauvée par miracle de la mort, et d'un secret de famille qui avait détruit 3 vies. Dehors, la nuit tombait sur Limoges, et quelque part sur une autoroute française, Élodie Bernard roulait vers son destin sans se douter que sa véritable identité venait enfin d'être révélée. Sylvie Lambert posa délicatement sa tasse de thé sur la soucoupe en porcelaine de Limoges et observa François à travers les baies vitrées de son bureau. Son frère était au téléphone depuis 1 heure, parlant à voix basse avec une nervosité inhabituelle. Depuis 3 jours, il agissait bizarrement. Coup de fil secret, rendez-vous mystérieux, absence inexpliquée. Elle alluma son ordinateur portable et consulta le rapport que lui avait envoyé son contact à la compagnie téléphonique. François avait passé 16 appels à un certain Jean Valet ces dernières 72 heures. Sylvie fronça les sourcils. Ce nom lui disait quelque chose. Quelques recherches lui apprirent que Jean Valet était détective privé, spécialisé dans les affaires familiales et les disparitions. Le sang de Sylvie ne fit qu'un tour. François recommençait à chercher Lou. Après toutes ces années, il n'avait pas renoncé. Elle se leva et fit quelques pas dans son bureau. Réfléchissant rapidement, si François enquêtait de nouveau sur l'enlèvement, il risquait de découvrir des choses qu'elle avait passé 20 ans à dissimuler, des choses qui l'amèneraient directement en prison à vie. Son téléphone sonna. Markus Volkov, son chef de la sécurité, un ancien militaire ukrainien dont les méthodes n'étaient pas toujours orthodoxes. « Madame Lambert, j'ai les informations que vous m'avez demandées sur ce détective. Jean Valet enquête actuellement sur une certaine Élodie Bernard, routière indépendante. » Sylvie sentit un frisson d'angoisse la parcourir. « Élodie Bernard, vous êtes sûre de ce nom ?»« Absolument. Mes sources indiquent que M. François s'intéresse de très près à cette femme. Il l'aurait même rencontrée personnellement sous une fausse identité. » Le cœur de Sylvie s'emballa. François avait-il découvert quelque chose ? Était-il possible que cette routière soit... Non, c'était impossible. Lou était morte depuis 20 ans. Alain Mercier le lui avait confirmé. Il lui avait même montré la preuve. « Markus, je veux que vous me trouviez tout ce que vous pouvez sur cette Élodie Bernard. Absolument tout, et discrètement. Compris ?» Sylvie raccrocha et se dirigea vers le coffre-fort dissimulé derrière un faux panneau de son bureau. Elle composa le code et sortit un dossier marqué « Confidentiel ». À l'intérieur, des photos jaunies de l'enlèvement, des comptes rendus d'Alain Mercier, et surtout, cette photo qui lui avait prouvé que sa nièce était bien morte. Elle examina attentivement le cliché. Le corps d'une petite fille blonde gisait dans un terrain vague, l'ours en peluche bleue serré contre elle. Sylvie se souvenait du soulagement qu'elle avait ressenti en voyant cette image. L'héritière de la Croix était enfin éliminée. Mais aujourd'hui, un doute affreux l'envahissait. Et si Alain l'avait trompée ? Et si cette photo était un montage ? L'homme n'avait jamais été très fiable, et il avait une fille du même âge que Lou à l'époque. Peut-être n'avait-il pas eu le courage d'aller jusqu'au bout. Son ordinateur bipa, un email de Markus avec les premières informations sur Élodie Bernard. Sylvie l'ouvrit fébrilement. Élodie Bernard, 27 ans, orpheline élevée à Sainte-Marie de Limoges, arrivée à l'orphelinat en septembre 2004, amenée par un certain Alain Mercier qui prétendait l'avoir trouvée errant dans les rues. Particularité, possède un ours en peluche bleu marine depuis l'enfance. La tasse de thé glissa des mains de Sylvie et se fracassa au sol, septembre 2004, l'orphelinat de Limoges, Alain Mercier, et surtout, un ours en peluche bleu marine. « Non, non, ce n'est pas possible », murmura-t-elle. Elle décrocha son téléphone et composa le numéro d'Alain Mercier. Ça sonnait dans le vide. Elle essaya 10 fois, sans succès. Son téléphone était coupé. Sylvie se précipita sur son ordinateur et rechercha l'adresse d'Alain. Il habitait toujours à Limoges.
dans le même appartement miteux où elle l'avait contacté 20 ans plus tôt. Il fallait qu'elle le voie, qu'elle lui arrache la vérité. 1 heure plus tard, elle roulait sur l'autoroute vers Limoges au volant de sa Mercedes, dépassant largement les limitations de vitesse. Son esprit bouillonnait de rage et d'angoisse. Si Alain l'avait trompée, si Lou était vraiment vivante, alors tout son plan s'écroulait. Pire, elle risquait d'être démasquée. L'appartement d'Alain Mercier était situé au 3e étage d'un immeuble décrépit de la banlieue de Limoges. Sylvie grimpa les escaliers 4 à 4 et tambourina à la porte. « Alain, ouvre-moi, c'est Sylvie. » Pas de réponse. Elle colla son oreille à la porte et entendit le son d'une télévision. Il était là, elle en était sûre. Elle sortit son téléphone et appela Marcus. « J'ai besoin que vous ouvriez une porte, immédiatement. » 20 minutes plus tard, Marcus Volkov arrivait avec sa mallette d'outils. En quelques secondes, la serrure cédait, l'appartement sentait l'alcool et la cigarette froide, Alain Mercier était affalé dans son fauteuil, une bouteille de whisky vide à ses pieds. Il leva vers Sylvie des yeux injectés de sang. « Tiens, tiens, la reine des glaces en personne, qu'est-ce qui t'amène dans mon palais ?» « Élodie Bernard, ça te dit quelque chose ?» Le visage d'Alain se décomposa. Sylvie eut sa réponse avant même qu'il ouvre la bouche. « Tu m'as menti, » siffla-t-elle. « Tu m'as menti pendant 20 ans. Elle est vivante, n'est-ce pas ?» Alain tenta de se lever, mais l'alcool et la peur le firent retomber dans son fauteuil. « Sylvie, je peux tout expliquer. Explique-moi donc comment ma nièce que tu étais censée tuer se retrouve à sillonner les routes de France avec l'ours en peluche qu'elle avait le soir de l'enlèvement. » « J'ai pas pu. » Alain baissa la tête. « Elle avait l'âge de ma Chloé. Je pouvais pas tuer une gamine de 7 ans. Alors je l'ai amenée à l'orphelinat. Je t'ai dit qu'elle était morte pour que tu me laisses tranquille. » Sylvie sentit une rage froide l'envahir. 20 ans. 20 ans qu'elle se croyait en sécurité. Qu'elle pensait avoir éliminé le seul obstacle entre elle et l'héritage de la croix. 20 ans qu'elle construisait sa fortune sur un mensonge. Et maintenant, sa voix était dangereusement calme. Maintenant que François l'a retrouvée, un détective est venu me voir. Il savait tout. J'ai tout raconté. Sylvie ferma les yeux. C'était fini. François connaissait la vérité. Et bientôt toute la police de France serait à ses trousses. À moins que... Marcus, dit-elle sans se retourner. Le géant ukrainien s'approcha silencieusement d'Alain. Ce dernier comprit trop tard ce qui allait se passer. Sylvie, non. Je te jure que je dirai rien. Je peux disparaître, aller à l'étranger. Trop tard, Alain, tu aurais dû y penser avant de me trahir. Marcus posa ses mains puissantes autour du cou d'Alain. En quelques secondes, tout était fini. Sylvie regarda le corps sans émotion, son esprit déjà passé au problème suivant. Maquiller ça en accident domestique, chute dans les escaliers, quelque chose comme ça. Et pour la fille, demanda Marcus. Sylvie réfléchit rapidement. Éliminer Lou maintenant serait risqué. François la soupçonnerait immédiatement. Il fallait être plus subtil. Pas tout de suite. D'abord, on s'occupe du détective. Jean Vallée en sait trop. Ensuite, elle sourit froidement. Ensuite, on organisera un accident de la route. Ces camionneurs, c'est si dangereux comme métier. De retour à Paris, Sylvie se rendit directement au bureau de François. Elle le trouva au téléphone, parlant avec animation. Quand il la vit entrer, il raccrocha précipitamment. « Sylvie, tu m'as fait peur. » « François, il faut qu'on parle. » Elle s'installa face à lui, son masque de sœur aimante parfaitement en place. « J'ai entendu dire que tu avais engagé un détective. » François hésita. « Où as-tu entendu ça ? » « Peu importe, François. Ça fait 20 ans que Lou a disparu. Tu ne crois pas qu'il est temps de faire ton deuil, de tourner la page ? Et si je te disais que j'ai trouvé une piste ? Une vraie piste. » Sylvie sentit son cœur s'emballer, mais garda un visage impassible. « Je dirais que tu te fais des illusions. Combien de fausses pistes as-tu suivies ces 20 dernières années ? Cette fois, c'est différent. François, elle posa une main affectueuse sur la sienne. Je t'aime. Tu le sais, tu es mon frère, ma seule famille. C'est justement pour ça que je ne supporte pas de te voir te faire du mal avec ces chimères. Lou est morte, François. Il faut que tu l'acceptes. » François retira sa main. « Non, cette fois, je sais qu'elle est vivante et je vais la ramener à la maison. » Sylvie se leva, comprenant qu'elle n'arriverait pas à le dissuader. « Très bien, mais promets-moi d'être prudent. Ces enquêtes peuvent être dangereuses. » « Qu'est-ce que tu veux dire ? Rien de précis.
Juste, fais attention à toi. » En sortant du bureau, Sylvie souriait. François venait de lui donner sans le savoir toutes les informations dont elle avait besoin. Il était convaincu d'avoir retrouvé Lou, ce qui signifiait qu'il allait essayer de la contacter bientôt. Il fallait agir vite, très vite. Elle composa le numéro de Marcus. Préparez l'équipe, on passe à l'action cette nuit. Le café des routiers était plongé dans la pénombre, éclairé seulement par quelques néons vacillants et les phares des camions qui passaient sur la nationale. Jean Vallet terminait de réécouter l'enregistrement de sa conversation avec Alain Mercier, vérifiant chaque détail de cette confession explosive qui bouleversait 20 ans de certitude. Son téléphone vibra. François Delacroix. « Jean, alors, qu'est-ce qu'il vous a dit ?»« François, il faut qu'on se voie. » Immédiatement, ce que j'ai appris, c'est énorme et dangereux. Dangereux. Votre sœur, François, Sylvie Lambert, c'est elle qui a organisé l'enlèvement de votre fille. Un silence de mort accueillit cette révélation. Jean entendait la respiration saccadée de François à l'autre bout du fil. C'est impossible. Sylvie m'a aidé à chercher Lou pendant des années. Elle voulait éliminer l'héritière pour récupérer l'empire familial. Alain Mercier m'a tout raconté. Il a des preuves. François, votre sœur a du sang sur les mains. Jean entendit François s'effondrer dans un fauteuil. Le choc devait être terrible. Apprendre que sa propre sœur avait orchestré l'enlèvement de sa fille. « Où êtes-vous » demanda François d'une voix blanche. « Toujours à Limoges. Mais François, il faut qu'on se méfie. Si Sylvie découvre qu'Alain a parlé, elle est déjà au courant. » La voix de François était devenue glaciale. « Elle est venue me voir cet après-midi. Elle m'a posé des questions sur mes recherches. Jean, elle sait. » Jean Vallet sentit un frisson lui parcourir l'échine. « Dans ce cas, nous devons agir vite. Alain est en danger, et votre fille aussi. J'arrive, ne bougez pas. Je serai là dans 2 heures. » Jean raccrocha et sortit du café. La nuit était froide. Le parking désert à l'exception de quelques poids lourds endormis. Il monta dans sa voiture et démarra en direction de l'appartement d'Alain Mercier. Il fallait qu'il mette cet homme en sécurité avant l'arrivée de François. Mais quand il arriva devant l'immeuble décrépit, une ambulance et 2 voitures de police stationnaient déjà devant l'entrée. Jean sentit son sang se glacer. Il était trop tard. Il s'approcha d'un policier qui fumait une cigarette. Qu'est-ce qui s'est passé ? Accident domestique. Un type qui est tombé dans les escaliers. Alain Mercier. 58 ans. Col du fémur brisé. Traumatisme crânien. Les voisins l'ont trouvé vers 21h. Jean hocha la tête et s'éloigna. Le cœur battant. Accident domestique. Mon œil. Sylvie Lambert était passée par là. Et maintenant, le seul témoin de ces crimes était mort. Il retourna à sa voiture et appela François. « François, Alain Mercier est mort. Soi-disant un accident. Mais, Sylvie, souffla François, elle l'a fait tuer. Il faut qu'on prévienne votre fille. Si Sylvie a éliminé Alain, Élodie sera la prochaine sur sa liste. » François réfléchit rapidement. « Vous savez où elle se trouve. D'après mes dernières informations, elle fait une livraison vers Grenoble. Je peux la localiser grâce à la puce GPS de son camion. Faites-le. Et Jean, cette fois, nous n'avons plus le luxe de la discrétion. Il faut qu'on lui dise la vérité. » À 300 km de là, Élodie roulait dans la nuit sur l'autoroute A6. Son ours se balançant doucement au rythme des vibrations du moteur. Elle repensait à sa conversation avec Henri Dubois, ce mystérieux retraité qu'il avait écouté avec tant d'attention. Il y avait eu quelque chose d'étrange dans son regard. Quand elle avait parlé de ses souvenirs fragmentés, son téléphone sonna, un numéro inconnu. « Allô, mademoiselle Bernard. »« Jean Vallet, détective privé, il faut qu'on se parle de toute urgence. Votre vie est en danger. » Élodie fronça les sourcils. « Écoutez, monsieur, je sais pas qui vous êtes, mais vous vous appelez Lou Delacroix. Vous avez été enlevé il y a 20 ans et placé dans un orphelinat sous une fausse identité. L'homme qui vous a humilié l'autre jour dans sa propriété est votre père, et sa sœur essaie de vous tuer. » Élodie faillit lâcher son téléphone. « Vous êtes complètement fou. L'ours en peluche bleu marine avec l'étoile dorée sur votre tableau de bord, votre père vous l'a offert pour vos 5 ans. Il a été fabriqué par une artisane amérindienne de la Nouvelle-Orléans. Vous ne vous en séparez jamais depuis l'enlèvement. » Le camion fit une embardée. Élodie se rangea sur la bande d'arrêt d'urgence, le cœur battant à tout rompre. Comment cet homme pouvait-il connaître ces détails sur son ours ? « Qui êtes-vous ?
Je travaille pour François Delacroix. Il vous cherche depuis 20 ans, et maintenant qu'il vous a retrouvé, sa sœur Sylvie veut vous éliminer pour récupérer l'héritage familial. Où êtes-vous exactement ? Élodie regarda autour d'elle, encore sous le choc. Air de Beaune. Autoroute A6. Parfait, ne bougez pas. Monsieur Delacroix arrive. Et mademoiselle, méfiez-vous de tout le monde. Sylvie Lambert a des tueurs professionnels à sa solde. Élodie raccrocha, tremblante. C'était impossible. Cette histoire était complètement dingue. Et pourtant, ces détails sur son ours que personne ne pouvait connaître, ces cauchemars qui la hantaient chaque nuit avec cette grande maison et cette voix d'homme qui l'appelait « ma petite étoile », elle descendit de son camion et marcha de long en large sur l'aire de repos déserte. Tout se bousculait dans sa tête. François Delacroix, ce salaud arrogant qui l'avait humilié. Son père, impossible. Et pourtant, il y avait eu ce moment étrange quand il avait vu son ours, cette façon dont il avait changé d'attitude. Son téléphone sonna de nouveau. Encore ce numéro inconnu. « Mademoiselle Bernard, ici François Delacroix. Je sais que c'est difficile à croire, mais vous êtes ma fille, ma petite Lou que je cherche depuis 20 ans. » La voix, cette voix grave et chaleureuse qui résonnait dans ses cauchemars, Élodie sentit ses jambes se dérober sous elle. « Non, non, c'est pas possible. Si, Lou, ma petite étoile, tu ne te souviens peut-être pas de moi, mais moi je me souviens de tout, de tes premiers pas, de tes premiers mots, de la façon dont tu serrais ton ours contre toi chaque soir avant de dormir. Je me souviens de la comptine que ta maman te chantait. Brille, brille, petite étoile, comme je me demande qui tu es. » Élodie s'effondra sur le sol, submergée par l'émotion. Cette comptine, elle l'entendait parfois dans ses rêves, chantée par une voix féminine douce et mélodieuse. « Papa », le mot sortit tout seul, comme un réflexe enfoui au plus profond de sa mémoire. « Oui, ma chérie, c'est papa. Je suis en route vers toi. Dans 1 heure, je serai là. Mais écoute-moi bien. Tu es en danger. Ma sœur Sylvie a organisé ton enlèvement il y a 20 ans. Elle vient d'assassiner l'homme qui t'a sauvé. Et maintenant, elle en a après toi. Pourquoi ? Pourquoi elle voudrait me tuer ? L'argent, Lou, l'héritage familial. Tu es ma seule héritière, tant que tu es vivante. Elle ne peut rien toucher. » Des phares apparurent au loin sur l'autoroute. Élodie se releva, soudain inquiète. « Papa, je vois des voitures qui arrivent. Elles ralentissent. Combien ? 2. Elles sortent de l'autoroute. Elles se dirigent vers moi. Lou, écoute-moi bien. Remonte dans ton camion immédiatement. Verrouille les portes et roule aussi vite que possible vers les Alpes. Je connais un endroit sûr près de Grenoble. » Élodie courut vers son camion, mais les 2 voitures noires l'encerclèrent déjà. Des hommes en sortirent, des professionnels à l'allure patibulaire. Elle reconnut l'un d'eux, Marcus Volkov, qu'elle avait aperçu plusieurs fois dans l'entourage de Sylvie Lambert lors de livraison chez Delacroix. « Mademoiselle Bernard », dit Marcus avec un sourire froid. « Madame Lambert aimerait vous parler. » Élodie recula vers son camion. « Je n'ai rien à dire à cette femme. Ce n'était pas une demande. » Les hommes s'approchèrent. Élodie grimpa dans sa cabine et verrouilla les portes juste à temps. Elle démarra en trombe, mais les 2 voitures la prirent en chasse immédiatement. « Papa !» cria-t-elle dans son téléphone. « Ils me poursuivent. Tiens bon, Lou, direction Grenoble. Prends la sortie 23 et monte vers Chamrousse. Je serai là-bas dans 40 minutes. » La poursuite commença. Sur l'autoroute déserte de la nuit, un camion et 2 berlines se livraient une course folle vers les montagnes. Élodie conduisait comme jamais, utilisant tout son savoir-faire de routière pour distancer ses poursuivants, mais elle savait qu'avec un poids lourd, elle ne pourrait pas leur échapper longtemps. Il fallait qu'elle trouve une autre solution. Dans son rétroviseur, elle vit Marcus sortir une arme par la fenêtre de sa voiture. La vraie bataille ne faisait que commencer. L'autoroute A40 serpentait à travers les contreforts alpins sous un ciel étoilé qui contrastait cruellement avec l'enfer que vivait Élodie. Son Volvo rugissait dans les virages, poussé à ses limites, tandis que les 2 berlines noires la talonnaient impitoyablement. Dans son rétroviseur, elle voyait Marcus Volkov viser méthodiquement son camion avec son arme. Le premier tir retentit, fracassant le rétroviseur extérieur droit. Élodie donna un coup de volant instinctif et le camion tangua dangereusement. « Lou, Lou, tu m'entends ?» La voix de François grésillait dans son téléphone coincé entre son oreille et son épaule.
Papa, il tire sur moi. Tiens bon, ma chérie. Encore 20 km jusqu'à la sortie de Grenoble. Élodie appuya encore plus fort sur l'accélérateur. Le moteur diesel hurlait. L'aiguille du compte-tours dans le rouge. Jamais elle n'avait conduit un poids lourd à cette allure sur des routes de montagne. Chaque virage était un défi mortel. Chaque ligne droite une course contre la mort. Derrière elle, la deuxième voiture se déporta sur la voie de gauche, tentant de la dépasser. Élodie braqua soudainement à gauche, utilisant la masse de son camion pour bloquer la manœuvre. La berline freina brutalement pour éviter la collision. « Salope !» entendit-elle Marcus hurler par la fenêtre ouverte. Un nouveau tir. Cette fois, la balle perfora la bâche de sa remorque. Élodie zigzaga entre les voies, utilisant toute la largeur de l'autoroute pour éviter les balles. Son cœur battait si fort qu'elle l'entendait dans ses oreilles, couvrant presque le vrombissement du moteur, panneau, Grenoble 15 km. Plus que quelques minutes à tenir, la première voiture tenta une manœuvre désespérée, se rabattant brutalement devant le camion pour le forcer à ralentir. Élodie n'hésita pas une seconde. Elle écrasa l'accélérateur et percuta l'arrière de la berline. Sous l'impact des 40 tonnes, la voiture partit en tête à queue et finit sa course dans le rail de sécurité dans une gerbe d'étincelles. « Un de moins !» cria-t-elle dans le téléphone. Mais Marcus, dans la deuxième voiture, était toujours là, et il semblait de plus en plus énervé. Élodie le vit charger un nouveau chargeur dans son arme. Cette fois, il visait ses pneus. La première balle siffla sous le camion. La deuxième fit exploser le pneu arrière-gauche de la remorque. Le camion se mit à zigzaguer violemment, mais Élodie parvint à le contrôler. 9 ans de route lui avaient appris à gérer ce genre de situation. Sortie 23, Lou, tu la vois. Élodie plissa les yeux. Au loin, elle distinguait les panneaux de signalisation. Oui, j'y suis presque. Elle engagea la bretelle de sortie, roue hurlante. Marcus la suivit, mais le virage serré de la sortie d'autoroute désavantageait sa berline basse. Élodie avait gagné quelques précieuses secondes. La route de montagne commençait maintenant, étroite, sinueuse, bordée de ravins vertigineux. Le terrain de jeu idéal pour un camionneur expérimenté face à une voiture de ville. « Papa, où je vais maintenant ? Suis la D111 vers Chamrousse. Dans 5 km, tu verras un chemin forestier sur ta droite. Prends-le. » Élodie négocia le premier virage en épingle à cheveux. Dans son rétroviseur, elle vit Marcus peiner à suivre. Sa berline n'était pas faite pour ce terrain accidenté. Elle sourit malgré sa peur. Ici, c'était son domaine. Elle enchaîna les virages avec une précision chirurgicale, utilisant toute la largeur de la route, frôlant les parois rocheuses. Son camion dansait sur l'asphalte comme un félin malgré ses 40 tonnes. Marcus tentait de garder le contact, mais sa voiture raclait le bitume dans les virages les plus serrés. Plusieurs fois, Élodie le vit partir en dérapage contrôlé, rattrapant de justesse sa trajectoire. Au bout du 5e kilomètre, elle aperçut l'embranchement que lui avait indiqué François, un chemin de terre qui s'enfonçait dans la forêt de pins. Elle freina brutalement et s'y engagea. « Papa, j'ai pris le chemin, mais c'est pas large. » « Parfait. Roule encore 2 kilomètres et arrête-toi dans la clairière, je suis déjà là. » Derrière elle, Marcus hésitait. Son berline luxueuse n'était définitivement pas conçue pour la montagne, mais il finit par s'engager sur le chemin défoncé. Sa voiture tanguant dangereusement sur les ornières, Élodie avançait plus lentement maintenant, les branches des pins giflant sa cabine, son camion, habitué au chemin de chantier, progressait régulièrement malgré le terrain difficile. Soudain, elle déboucha dans une clairière éclairée par la lune. Et là, elle le vit. François Delacroix se tenait au centre de l'espace dégagé, les bras ouverts. Son visage était baigné de larmes. Mais il souriait. Élodie stoppa son camion et en descendit en courant. 20 mètres la séparèrent de cet homme qui prétendait être son père. 20 mètres qu'elle franchit comme dans un rêve. « Lou, ma petite Lou !» Et soudain, tout lui revint. Cette voix, ce visage, cette façon particulière de prononcer son nom. Les souvenirs enfouis remontaient à la surface comme des bulles d'air. Le salon au haut plafond, le piano à queue, les histoires du soir. Et surtout, ses bras protecteurs qui la berçaient quand elle avait peur. « Papa !» cria-t-elle en se jetant dans ses bras. François la serra contre lui avec une force désespérée, comme s'il voulait rattraper 20 années de séparation en quelques secondes. Ils pleuraient tous les deux, submergés par l'émotion de ces retrouvailles impossibles. « Pardon, ma chérie. Pardon de ne pas t'avoir protégée.
Pardon d'avoir mis si longtemps à te retrouver. Papa, c'est pas ta faute. » Mais leur émotion fut interrompue par le vrombissement d'un moteur. Marcus venait de déboucher dans la clairière, sa berline cabossée fumant de toutes parts. Il en sortit, arme au poing, le visage déformé par la rage. « Fini de jouer !» hurla-t-il. « Madame Lambert veut cette fille morte, et elle sera morte !» François se plaça instinctivement devant sa fille. « Vous ne la toucherez pas. Vous croyez pouvoir m'arrêter, le vieux ?» Marcus leva son arme. Mais soudain, un coup de feu retentit dans la clairière. Le tueur ukrainien s'effondra, touché à l'épaule. De la lisière de la forêt émergea Jean Vallet, fumant encore au canon. « Police, jetez votre arme !» Marcus, blessé mais pas vaincu, ramassa son pistolet et se traîna vers sa voiture. « C'est pas fini. Madame Lambert a d'autres hommes. Vous ne pourrez pas la protéger éternellement. » Il réussit à remonter dans sa berline et redémarra en trombe, disparaissant dans la forêt dans un nuage de poussière et de fumée d'échappement. François serra Élodie encore plus fort contre lui. « C'est fini, ma chérie. Tu es en sécurité maintenant. » Mais Élodie se détacha doucement de son étreinte. « Non, papa. Tant que cette femme sera en liberté, rien ne sera fini. Il faut qu'on l'arrête. » Jean Vallet s'approcha d'eux, rechargeant son arme. « Elle a raison, François. Sylvie ne renoncera jamais, et maintenant qu'elle sait que nous sommes au courant de ses crimes, elle va devenir encore plus dangereuse. » François regarda sa fille avec fierté. Malgré 20 ans de séparation, malgré l'amnésie et les traumatismes, Lou avait grandi forte et courageuse. Elle était devenue cette femme remarquable qu'il avait entrevue sous les traits d'Élodie la camionneuse. « Qu'est-ce que tu proposes ?» demanda-t-il. Élodie sourit, et dans ce sourire, François retrouva la petite fille espiègle qu'elle avait été. On va lui tendre un piège. Et cette fois, c'est elle qui va tomber dedans. Dans l'ombre des pins, le petit ours en peluche bleu marine se balançait toujours dans la cabine du camion, témoin silencieux de ces retrouvailles qui allaient changer le cours de l'histoire. Mais l'affrontement final ne faisait que commencer. L'aube se levait sur Paris quand Sylvie Lambert reçut l'appel de Marcus Volkov. Assise dans son bureau, impeccable malgré l'heure matinale, elle écouta le rapport de son homme de main avec une froideur glaciale. Elle nous a échappé. Delacroix était là, ainsi que le détective. « J'ai été blessée, madame. Il faut qu'on change de stratégie. » Sylvie raccrocha sans un mot. 20 ans de planification méticuleuse venèrent de s'écrouler en une nuit. François avait retrouvé Lou. La vérité éclatait au grand jour. Et bientôt toute la police de France serait à ses trousses. Elle se dirigea vers son coffre-fort et en sortit un passeport diplomatique au nom de Sylvia Lamberg, une identité suisse qu'elle gardait en réserve depuis des années. Il était temps de disparaître, mais pas avant d'avoir réglé définitivement le problème Lou Delacroix. Son téléphone sonna. François. « Ah, Sylvie, il faut qu'on se parle. Immédiatement. »« Bien sûr, mon cher frère. Tu veux venir au bureau ?»« Non, quelque part de neutre, le café de la place Vendôme, dans 1 heure. » Sylvie sourit. François pensait être malin en choisissant un lieu public. Il ne savait pas que le propriétaire de ce café était dans sa poche depuis des années. « Parfait, à tout à l'heure. » 1 heure plus tard, François pénétrait dans le café élégant de la place Vendôme. Il aperçut immédiatement Sylvie, installée à une table du fond, sirotant un café. Elle avait gardé son masque de sœur aimante. Mais François savait désormais ce qui se cachait derrière ce sourire parfait. « François, tu as l'air fatigué. Cette histoire de détective te préoccupe. » François s'installa face à elle, la regardant droit dans les yeux. « J'ai retrouvé ma fille, Sylvie. C'est merveilleux. » Son jeu d'actrice était parfait. Où était-elle? Comment va-t-elle? Elle va bien? Ah, malgré tout ce que tu lui as fait subir. Le masque de Sylvie vacilla une fraction de seconde. Je ne comprends pas. Arrête ton numéro, Sylvie. Je sais tout. L'enlèvement, le meurtre d'Alain Mercier, la tentative d'assassinat de cette nuit, tout. Sylvie posa délicatement sa tasse et sourit froidement. Des preuves, François. Tu as des preuves de ces accusations délirantes. Les aveux d'Alain Mercier, enregistrés par Jean Vallet. Il a tout raconté. Comment tu l'as contacté? Comment tu as organisé l'enlèvement? Comment tu voulais que Lou soit tuée? Alain Mercier est mort, François. Accident domestique, et les morts ne témoignent pas devant un tribunal. François sortit son téléphone et appuya sur une touche. La voix d'Alain Mercier résonna dans le café silencieux. C'est Sylvie Lambert qui a tout organisé. Elle voulait éliminer l'héritière pour récupérer l'empire familial. Sylvie écouta l'enregistrement sans broncher.
Quand ce fut terminé, elle applaudit lentement. « Bravo, François. Tu m'as eu maintenant. Qu'est-ce que tu veux? Que tu te rendes à la police. Que tu avoues tes crimes. » Sylvie éclata de rire. « Tu rêves. Tu crois vraiment que je vais aller croupir en prison pour cette petite garce? J'ai passé 20 ans à construire cet empire. Je ne le laisserai pas me filer entre les doigts maintenant. Cet empire était à Lou. Tu n'as fait que voler son héritage. Son héritage. » Les yeux de Sylvie s'enflammèrent de haine. Cette gosse de 7 ans, qu'est-ce qu'elle avait fait pour mériter des milliards? Moi, j'ai travaillé, j'ai lutté, j'ai développé les affaires pendant que tu pleurais ta fille perdue. François se leva. Cette conversation est terminée. La police sera là dans 10 minutes. Sylvie consulta sa montre. Dans 10 minutes, je serai loin, et ta précieuse fille sera morte. Qu'est-ce que tu veux dire? Sylvie sortit son téléphone et composa un numéro. Victor. Exécutez le plan B, maintenant. François blêmit. Sylvie. Non. Trop tard, mon cher frère. Tu m'as forcé à jouer ma dernière carte. François se rua vers la sortie, mais 2 hommes lui barrèrent le passage. Des employés du café que Sylvie avait soudoyé depuis longtemps. Il était piégé. Laisse-moi sortir, ma fille. Ta fille va rejoindre sa mère, François. Et cette fois, personne ne pourra l'en empêcher. À l'autre bout de Paris, Lou attendait dans la planque que Jean Vallet avait trouvée, un petit appartement discret du 20e arrondissement. Elle faisait les 100 pas. Serrant son ours contre elle, inquiète pour son père parti affronter Sylvie, Jean surveillait la rue depuis la fenêtre. « Tout va bien se passer, Lou. Votre père sait ce qu'il fait. J'aurais dû l'accompagner. » Non, c'était trop risqué. Sylvie a encore des hommes partout. Soudain, Jean se raidit. « Ah, merde, ils nous ont trouvés. » 3 voitures noires venaient de se garer devant l'immeuble. Des hommes armés en sortaient, dirigés par un colosse blond que Jean ne connaissait pas, Victor Kozlov, le remplaçant de Marcus. Lou, on fuit, par l'escalier de service. Ils dévalèrent les marches 4 à 4. Entendant les hommes de Sylvie défoncer la porte de l'appartement, Jean guidait Lou vers la sortie arrière de l'immeuble, son arme à la main. « Là !» cria une voix derrière eux. Les coups de feu éclatèrent dans la cage d'escalier. Jean riposta, couvrant la fuite de Lou. Ils débouchèrent dans la cour arrière et coururent vers la voiture de Jean. Mais Victor et ses hommes les attendaient. Ils étaient encerclés. « Finissez-en », ordonna Victor. Jean se plaça devant Lou, vidant son chargeur sur les tueurs. Il en toucha 2, mais un 3e l'atteignit à l'abdomen. Il s'effondra, perdant son sang. « Jean !» Lou se précipita vers lui. « Partez! Sauvez-vous !» Mais il était trop tard. Victor la tenait en joue, un sourire sadique aux lèvres. « Lou Delacroix, je présume. Madame Lambert sera ravie d'apprendre votre mort. » Il arma son pistolet. Lou ferma les yeux, serrant son ours contre elle une dernière fois. Soudain, une voix retentit. « Victor !» François apparaissait au bout de la ruelle, hors d'haleine. Il avait réussi à échapper à ses gardiens et avait couru comme un fou à travers Paris. « Laisse ma fille tranquille. » Victor ricana. « Monsieur Delacroix, parfait. Je vais pouvoir vous tuer tous les 2. » Il pointa son arme vers François. Lou comprit qu'elle allait perdre son père juste après l'avoir retrouvé. Sans réfléchir, elle se jeta devant lui. Non, le coup de feu retentit. Mais au lieu de Lou, c'est François qui s'effondrait. Au dernier moment, il avait poussé sa fille et pris la balle à sa place. La détonation résonna comme un tonnerre dans la cour silencieuse. « Papa !» Lou se précipita vers François, qui gisait au sol, du sang s'écoulant de sa poitrine. Ses yeux bleus se fixèrent sur elle avec une tendresse infinie. « Ma petite étoile !» murmura-t-il. « Je t'aime. Papa ? Non, ne me laisse pas. Pas maintenant. » François leva une main tremblante vers le visage de sa fille. Tuée, vivante, c'est tout ce qui compte. Dans les bras de son père, Lou sentit 20 ans de souvenirs revenir d'un coup. Tout était là, les après-midi dans le jardin, les histoires du soir, les câlins sur le canapé, l'amour inconditionnel d'un père pour sa fille. Elle n'était plus Élodie la camionneuse. Elle était redevenue Lou Delacroix, la petite princesse de son papa. « Je t'aime aussi, papa. Je me souviens de tout maintenant, de tout. » François sourit malgré la douleur. Mais, recherche, dans le bureau, l'enregistrement, Sylvie. « Chut, papa, économise tes forces. » Mais François savait que c'était fini. Il avait donné sa vie pour sauver celle de sa fille.
C'était le plus beau cadeau qu'un père puisse faire. Au loin, les sirènes de police approchaient. Jean Vallée, malgré sa blessure, avait réussi à donner l'alerte. Victor et ses hommes prirent la fuite, abandonnant leur victime dans cette cour parisienne. Sous le regard de son ours en peluche témoin de tant de souffrances, Lou tenait son père mourant dans ses bras, comprenant enfin qui elle était vraiment, et jurant de venger l'homme qui avait sacrifié sa vie par amour pour elle. Les néons de l'hôpital Saint-Louis clignotaient dans la nuit parisienne quand l'ambulance déposa François Delacroix aux urgences. Lou n'avait pas lâché la main de son père une seule seconde pendant le trajet, priant tous les saints qu'elle ne connaissait pas pour qu'il survive. Famille Delacroix, le chirurgien qui sortait du bloc opératoire, avait l'air épuisé. Lou se leva d'un bond, Jean Vallée à ses côtés, lui aussi blessé mais refusant de quitter la jeune femme. « Comment va-t-il ? Il s'en sortira. La balle a traversé le poumon de part en part, mais elle a évité les organes vitaux. Votre père est un battant, mademoiselle. Il a tenu bon pour vous. » Lou s'effondra dans les bras de Jean, submergé par le soulagement. François était vivant. Son père, qu'elle venait de retrouver après 20 ans, ne lui serait pas arraché si tôt. Vous pouvez le voir, mais il est encore sous sédatif. La chambre 314 baignait dans la pénombre. François gisait sous les draps blancs, relié à une multitude d'appareils qui bipaient régulièrement, malgré la pâleur de son visage et les tubes qui l'entouraient. Il respirait paisiblement. Lou s'installa dans le fauteuil à côté du lit et prit la main de son père dans la sienne. Cette main qui l'avait bercé enfant, qui lui avait appris à faire du vélo, qui avait essuyé ses larmes. Tout lui revenait maintenant, comme si un barrage avait cédé dans sa mémoire. « Papa !» chuchota-t-elle. « Je suis là, ta petite Lou est là. » Les heures passèrent. Lou ne bougea pas, veillant son père comme il l'avait fait autrefois quand elle était malade. À l'aube, François ouvrit enfin les yeux. « Lou ? Oui, papa, je suis là. » François esquissa un sourire malgré la douleur. « Et tu es resté... »« Bien sûr que je suis resté. Je viens de te retrouver. Tu crois que je vais te laisser partir maintenant ? Sylvie, il faut arrêter Sylvie. » « C'est fait, papa. Jean a donné l'enregistrement d'Alain Mercier à la police. Elle est recherchée dans toute l'Europe. » François ferma les yeux, soulagé. « Et toi, tu vas bien. Grâce à toi, tu m'as sauvé la vie. » « Non, ma chérie, c'est toi qui m'as sauvée. C'est 20 années sans toi. J'étais mort de l'intérieur. Te retrouver, c'est renaître. » Lou sentit les larmes couler sur ses joues. « Papa, j'ai tant de questions, maman. Que lui est-il arrivé ?» François serra sa main un peu plus fort. « Ta maman, Isabelle, elle est morte d'un cancer quand tu avais 4 ans. Tu étais trop petite pour comprendre. Alors je t'ai dit qu'elle était partie au ciel jouer du piano avec les anges. Le piano... » Lou sourit à travers ses larmes. « Je me souviens, elle jouait Chopin tous les soirs. Ta berceuse préférée, nocturne en mi bémol majeur, elle te chantait par-dessus la mélodie jusqu'à ce que tu t'endormes. Les jours suivirent leur cours à l'hôpital. François récupérait rapidement, et chaque heure passée ensemble permettait à Lou de redécouvrir son passé. François lui raconta son enfance, lui montra des centaines de photos sur son téléphone, lui parla d'Isabelle avec une tendresse qui la bouleversait. « Tu sais, » dit-il un matin en regardant l'ours en peluche que Lou avait posé sur sa table de chevet, « je n'ai jamais touché à ta chambre. Elle est exactement comme tu l'as laissée le soir de l'enlèvement. Vraiment, chaque année, le jour de ton anniversaire, j'y allais, je m'asseyais sur ton lit et je te racontais ma journée, comme si tu étais là. Les médecins disaient que c'était malsain, mais c'était ma façon de garder espoir. » Lou prit la main de son père. « Emmène-moi la voir, dès que tu sors d'ici. » Le 5e jour, François fut autorisé à rentrer chez lui. Lou le conduisit dans sa voiture. Elle avait récupéré son permis auto en plus de son permis poids lourd, jusqu'à la propriété de Neuilly qu'elle avait quittée enfant sans le savoir, devant la majestueuse demeure au jardin à la française. Lou sentit un frisson la parcourir. Cette maison, elle l'avait vue 1000 fois dans ses cauchemars, mais aujourd'hui, elle ne lui faisait plus peur. « Viens », dit François en la prenant par le bras. Ils montèrent ensemble le grand escalier de marbre blanc. Au 1er étage, François s'arrêta devant une porte ornée d'une plaque en porcelaine. « Chambre de Lou, tu es prête ?» Lou hocha la tête. François ouvrit la porte. La chambre était exactement comme dans ses souvenirs les plus flous. Les murs roses à petites fleurs, le lit à baldaquin blanc, l'armoire remplie de robes de petites filles.
les étagères croulant sous les livres et les peluches, et surtout, cette atmosphère d'amour et de bonheur qui régnait encore malgré les années, Lou fit quelques pas dans la pièce, touchant chaque objet comme pour s'assurer qu'il était réel. Sur le bureau, ses coloriages d'enfant étaient toujours là, ainsi qu'une photo d'elle avec ses parents prise quelques semaines avant l'enlèvement. Papa, elle se retourna et vit François debout près de la fenêtre, des larmes coulant silencieusement sur ses joues. « Pardon, ma chérie, c'est juste que... te voir ici, dans cette chambre, j'ai tellement rêvé de ce moment. » Lou s'approcha de lui et le prit dans ses bras. « Moi aussi, papa. » Sans le savoir, moi aussi j'ai rêvé de ce moment. Ils restèrent enlacés un long moment, rattrapant 20 années de câlins perdus. « Tu sais, » dit finalement Lou, « il y a quelque chose que je veux faire. » Elle sortit son ours en peluche de son sac et le posa délicatement sur l'étagère, à côté des autres peluches de son enfance. Le petit compagnon qui l'avait consolé pendant toutes ces années retrouvait enfin sa place. « Merci mon vieux », chuchota-t-elle. « Tu m'as ramené à la maison. » François regardait la scène, ému aux larmes. « Tu sais, » dit-il, « j'ai gardé autre chose pour toi. » Il ouvrit le tiroir du bureau et en sortit une enveloppe scellée. « Tes actes de naissance, ton livret de famille, tout ce qui prouve que tu es Lou Delacroix. Et aussi, » il hésita, « l'acte de succession. Tu es mon unique héritière. Lou, tout m'appartient te revient. » Lou regarda l'enveloppe sans la prendre. « Papa, je m'en fiche de l'argent. Tout ce qui compte, c'est qu'on soit ensemble. Je sais, ma chérie, mais c'est important. Sylvie a tué pour cet héritage. Il faut que tu saches ce qui t'appartient légitimement. » Une semaine plus tard, les journaux titraient en une. Arrestation de Sylvie Lambert, la sœur du magnate François Delacroix accusée d'enlèvement et de tentative de meurtre. Elle avait été arrêtée à l'aéroport de Genève alors qu'elle tentait de fuir avec son faux passeport. Lou et François assistèrent au procès depuis la galerie du public. Voir Sylvie menottée, tentant vainement de nier l'évidence face aux preuves accablantes, leur donna un sentiment de justice accomplie. « Sylvie Lambert, » déclara le juge, « je vous condamne à 25 ans de réclusion criminelle pour enlèvement, séquestration, tentative de meurtre et complicité d'assassinat. » En sortant du tribunal, Lou et François se retrouvèrent face aux journalistes. François prit la parole. « Ma fille a été arrachée à ma vie il y a 20 ans. Aujourd'hui, nous sommes enfin réunis. C'est tout ce qui compte. Le reste appartient au passé. » 6 mois plus tard, Lou avait officiellement repris son identité. Lou Delacroix, 27 ans, héritière de l'empire pharmaceutique familial. Mais elle n'avait pas abandonné son métier de routière pour autant. Elle avait créé une fondation d'aide aux orphelins, utilisant sa flotte de camions pour distribuer des vivres et des vêtements dans toute la France. « Tu es sûr que tu ne veux pas reprendre les affaires ?» demandait régulièrement François. « Papa, la route c'est ma vie, mais maintenant je roule pour une cause. » Et puis, elle souriait en regardant son ours, trônant fièrement sur l'étagère de sa chambre retrouvée. « J'ai déjà tout ce dont j'ai besoin. » Le soir, ils dînaient ensemble dans la grande salle à manger de la propriété. François avait fait installer un piano dans le salon, et parfois, Lou s'essayait à jouer les mélodies dont elle se souvenait. Sa mère lui avait transmis le don musical, et peu à peu, elle réapprenait. « Papa, » dit-elle un soir, en jouant le nocturne de Chopin, « tu crois que maman nous voit ?» François s'approcha du piano et posa sa main sur l'épaule de sa fille. « J'en suis certain, ma petite étoile, et elle doit être si fière de la femme que tu es devenue. » Lou continua de jouer, et dans les notes qui s'élevaient vers le plafond peint, il y avait toute la tendresse d'une famille enfin réunie. L'amour avait triomphé du temps, de la distance et de la méchanceté humaine, car l'amour d'un père pour sa fille est éternel, indestructible et capable de surmonter tous les obstacles